encore une soirée double change Atelier Woodworth. On est absolument ravis de la présence de Charles Bernstein and Olivier Cadieux. We're extremely happy to have Cadieux and Bernstein here tonight. Watch out for your cell phones. Watch out for your cell phones, please. And may the show go on. Vincent. Bonsoir et merci Michael et merci à toute son équipe de nous accueillir aussi généreusement comme ils le font à chaque fois. À chaque fois, ils déplacent toutes les machines, ils font cette salle, une exposition. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Merci aussi à nos lecteurs d'avoir accepté de lire. J'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure, je laisse le suspense. Alors, on pourrait présenter cette lecture avec Olivier Cadieux dans Histoire de la littérature récente, tome 1, où il dit « Détendons-nous, la littérature, ce n'est pas plus compliqué que le reste ». Ou on pourrait présenter cette lecture avec le texte de Charles Bernstein, qui est en 4e de couverture de ce livre qui vient juste d'être publié, Renflouer la poésie chez Jocasseria, que vous pouvez trouver là-bas à l'entrée, traduit par Abigail Lang, et dont Charles Bernstein lira des extraits. On pourrait paraphraser un poème qui est intitulé « Merci d'avoir merci » en disant ceci. Ceci est une lecture absolument accessible. Il n'y a rien dans cette lecture qui ne soit en aucune manière difficile à comprendre. Tous les mots sont simples et vont droit au but. Il n'y a pas de nouveaux concepts, pas de théorie, pas d'idées déroutantes. Cette lecture n'a aucune prétention intellectuelle, elle est purement affective. Elle exprime pleinement les sentiments des auteurs, leurs sentiments, eux, qui vont vous parler maintenant. Alors, si cette lecture est si importante pour nous, nous qui allons passer nos 20 ans, Double Change va passer ses 20 ans l'an prochain, c'est que ce soir, les deux auteurs qui ont accepté notre invitation se caractérisent par leur jeunesse et par leur vitesse. Il y a chez eux une alacrité qui ne se dément jamais et que l'on peut nommer mécanique lyrique, si l'on veut, comme jadis, ou pensée pratique de l'écriture, en particulier poétique. Alors la poésie, c'est vraiment le sujet de ce soir, parce que, figurez-vous, quand j'ai invité Olivier Cadieux à lire, et il me demande de le dire ce soir, quand j'ai invité Olivier Cadieux à lire, je lui ai dit « Olivier, veux-tu lire avec Charles ?» Et il y a deux façons d'interpréter cet énoncé au moins. Veux-tu lire avec Charles, c'est-à-dire veux-tu lire toi-même et Charles lira aussi, ou veux-tu lire avec Charles, c'est-à-dire lire ses textes. Eh bien, donc, dans ces deux interprétations, Olivier a choisi la deuxième. Donc, il ne savait pas jusqu'à ce soir qu'il était aussi invité à lire ses propres textes. Mais donc, il va tout de même le faire. Bon. Charles Bernstein est poète et critique. Non, ça c'est une mauvaise bio. Alors je dirais simplement, Charles Bernstein est un agitateur public. Publiquement, il active la poésie pour défaire ses effets les plus grandiloquents. Il est un expressionniste non expressionniste et il a formé des générations de poètes à lire, à écouter lire, à lire écouter et aussi à traduire, à concevoir la traduction très différemment. Pour nous, à Double Change, on peut dire qu'il nous a formés et on lui doit beaucoup, et plein d'autres choses encore. Pour sa poésie, vous en apprendrez plus en lisant la postface d'Abigail Lang, merveilleuse postface, très excellente postface, que Abigail Lang a pu écrire au livre de Charles, justement, qui est publié ce soir, deuxième fois que je le dis, aux éditions Jocasseria. Les éditeurs sont là, Brigitte et Bernard Martin, merci à vous, et Olivier, la collection américaine, publie ce livre, c'est merveilleux, et je vous engage à l'acheter. Tout simplement. Et Olivier Cadieux, lui, a beaucoup publié de livres. Il est inventeur de formes, il est accélérateur de particules textuelles, et il est inventeur d'une forme en particulier, qui est celle-ci, Histoire de la littérature récente, tome 1, tome 2. Il est traducteur, il travaille avec des musiciens, et bien plus, à eux. Merci à Charles, merci à Olivier, et merci à Abigail. Bonne soirée. So it's great to be here. Merci beaucoup for all, and especially to Bernard and Brigitte coming in, and also for the earlier book that they did of mine, both with covers by Susan B. Piet Bott, translated by Martin Richer. So it's great to have this second book with Abigail Lang. And
So, 30 years ago, this part is not translated, but you don't have to understand. 30 years ago, no, it's not necessary. 30 years ago, 30 ans. long time ago, I met Olivier in New York, and we hit it off in a remarkable way. And he had written a book which I think he had forgotten about until I mentioned it to him in an email last week, called what I translate as Red, Green, and Black. And in French, I think you would say Rouge, Vert, et Noir. And it was actually a poem noir, I said in the comment on it. I think it's a wonderful poem, but it's one that sort of has fallen out of place. And he tells me he does not even have a copy of that book. But in any case, we would come over and we translate together, not me by myself, but together. And the part I remember especially is I would write something down and I would say, you can't say this in English. And he'd say, that's exactly right, you can't say that in French. So we're certainly not going to read from that book from 30 years ago. But he just, before the reading, gave me this errata slip from the English publication. By the way, it's online, my version, not the French. But you could just look for Red, Green, Black and my name, and you'll find the whole text in a nice HTML version, and you can read it. But this is the errata for Red, Green, and Black. Page 6, line 5, without any space between the words, by the way. By the evening blue of summer. By the evening blue of summer. Page 30, 1 to 3. One has told me. One equals someone. Someone has told me. Somebody has told me. The errata. And then I thought to read a couple of lines from it just to start off the reading. But first I wanted to read a blurb that I wrote for Olivier's book coming out in English. It's a kind of introduction. Olivier Cadieux dances on a not-so-fine line between patter, satire, stream of consciousness, social commentary, poetry, prose, meditation, magic, performance, essay, comedy, melodrama, soliloquy, mania, dialectic, sublimity, tragedy. His art poetique does delight in voices. And so these are the two extracts from the English, because we don't have the French. The lost French, it's like lost wax. Peut-être quelqu'un peut m'aider à traduire en français, parce que le texte a été sauvé par l'anglais. C'est un texte que j'aime pas tellement en français, et Charles m'a fait le bonheur de le prendre en anglais, et c'est bien mieux en anglais. Donc j'ai fait disparaître le texte français. Vraiment. But I think it's Vraiment, je possible. ne l'ai pas. Et du coup, parce que c'était avant les ordinateurs, donc j'avais pas de traces. Et maintenant, quelqu'un pourrait, un grand traducteur pourrait retraduire en français et ce sera super. Donc ça s'appelle double change, c'est une technique. This is surely the double change, or double change. And perhaps in some future time he can translate our translation, we did it together, back into French from the American. Then it could redeem the text. Exactly. Thank you. The roses, are they red in their obscurity? One can decide to see the roses red in the obscurity. Incroyable! The grand invention, the finding. Ah, voila! An idea unheard of. Less black than yours. Also, when one wants as black as yours. Very black. So, Red, Green, and Black, 1990. We will start now with Abigail, and I will read a little bit. Then Olivier has generously agreed to read some of Abigail's translations, and then he'll read some of his work, and then Abigail and I'll come back for just a little bit, a few more poems. So the epigraph is, maybe you want to also speak? C'est l'épigraphe. L'orpheline anagramme sur un arbre perché, meurtrie par l'orgueil, abandonnée par décret. Maintenant, l'histoire du saumon fumé et de la fronce. C'est l'histoire du saumon fumé et de la fronce. Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre
Vous saurez qu'il est temps de tourner la page quand vous entendrez la clochette tinter comme ceci. Ring, ring. Un jour, le saumon fumé dit à la France « Achetons quelques bagels et allons en ville. » « Ça ne me dit rien, répondit la France avec une lorgnette peu engageante. « Tu ne veux pas qu'on reste ici ?» Ring, ring, Le saumon fumé et la France étaient dans l'impasse. ring, ring. « J'ai une idée, dit le saumon fumé. Ayons une conversation. »« Je ne suis pas sûr que nous puissions soutenir une conversation, dit la France. »« Qu'est-ce que la bonne vie ?» lança le saumon fumé. « Penses-tu pouvoir mener une bonne vie si tu ne contribues pas à la bonne vie des autres ?» Bring, bring. Ça dépend de ce que tu entends par bonne, répondit la France en se donnant du mal pour paraître désintéressée. Bonne pour qui? Bonne en quel sens? Bring, bring. Pour moi, le bien doit être le bien pour tous. Et dans un sens idéal, répondit le saumon fumé, en devenant encore plus rouge qu'à son habitude. Bring, bring. Mais une chose bonne sur le plan esthétique n'est pas forcément bonne sur le plan éthique. La moralité et l'art sont le plus souvent en désaccord. La nature du jugement, pour ne rien dire de celle du goût, peut bien être la même dans les domaines de l'esthétique et de l'éthique, mais leurs fins sont tout à fait distinctes. Bring, bring. J'ai l'impression, répondit la France sur un ton suffisant, que tu mets beaucoup d'énergie à ne pas voir que ce qui flatte le palais peut faire injure à la langue, que les aspirations du corps ne sont pas celles du corps politique. Bring, bring. Tout bien considéré, je pense que je vais aller en ville, dit le saumon fumé à la France. La conversation ne mène que jusqu'à un certain point. So this next section is from a longer poem called Log Rhythms. It's one section, and we're going to read it simultaneously. Bob's Body Shop. Bob Body Shop. Bob's Bait. Chez Bob tout pour la Bob's pêche. Auto and Truck Bob Repairs. réparateur auto et poids lourd. Bob's Groceries. Bob l'épicier. Bob's Ice Bob Cream. le glacier. Bob's Chez Bob, Variety. tout à €1. Bob's Marine. Bob à Castillage. Bob's Bob Miniature matériel de Golf. mini-golf. Bob's Billiards. Bob tout pour le billard. Bob's Boat Rentals. Bob location de bateau. Bob's Camera and Craft. Bob matériel Bob's photo Camping professionnel. Equipment Co. Bob tout pour le camping. Bob Bob- tissu Bob's d'ameublement. Canvas and Upholstery. Bob entreprise Bob's en bâtiment. Construction. Chez Bob Bob's Diner. cafétéria. Bob's Bob le Hardware. cocaïne. Bob's Train and Train et Hobby circuits Center. électriques. Bob's Bob Pool le Service. pisciniste. Bob le Bob's garagiste. Garage. Bob's laverie Laundromat. automatique. Bob's Bob maison en Log bois. Home. Bob's Bob Novelty. farceuil à Bob's trace. Bob le Pancake crépier. House. Bob caravaning. Bob's RV Park. Bob agent Bob's immobilier. Realty. Bob garde Bob's Storage. Chez Bob tout pour le sport. Bob's Sports Chez Bob Outlet. tout pour le surf. Bob's Surf Shop. Bob le taxi. Bob's Bob Taxi l'hôtel. Company. Bob's Motel. Bob le soudeur. Bob's Welding. Bob drapeau Bob's voyant. Flag and Pole Bob Company. tout pour le jardin et la Bob's déco. Gift and Garden Bob Center. stores Bob's et tentes. Awning and Bob Tent. le Bob's décanteur. Used Furniture and Bob Antiques. l'encadreur. Bob's Frames. Bob pièce Bob's auto. Auto Parts. Bob le roi du plateau. Bob's Drywall. Bob le Bob's dépanneur. Hauling. Bob Bob's Bungalow. Bungalows. Bob's Bob Bearings Châssis Incorporated. SARL. Bob's Pharmacy. Bob le pharmacien. Bob's Leathercraft. Bob le Bob's maroquinier. Glass Bob le Doctor. vitrier. Bob's Barber Shop. Bob le barbier. Bob's Bob le Ducks. tuyauteur. Bob's Heating and Cooling. Bob's Bob le chauffagiste. Roofing Bob and Siding. Bob's couverture et Vacuum and cloison. Appliance Repair. Bob réparateur en Bob's petit Pallets and électroménager. Skids. Bob Bob's palette Septic et and Drain. emballage. Bob's Bob Stationers. sceptique et Bob's canalisation. Tile. Bob le papetier. Bob le céramiste. Bob Le Flambour. Not in the original. So now we're going to read another couple of sections from this same long poem called Log Rhythms. How much longer will I have to survive on Thomas's English muffin and squeezable rye? Do tears fall if you don't push them? And if you wake up in a field of macaroons, does that mean you've tripped on the ledge or that bailiffs are coming from the Argentine? I know that the radiance before me has no name, and that it comes not from my imagination nor someplace beyond. That each night and in the day you are suffused with a glow that is solid, sturdy, contained, or then again like the shine of the sun at play in the rippling water. It's something so utterly ordinary, unburdened by mystique or the romance of intoxication,
riveting without rivets, flush with the flesh of years. As one sobered into exultation, or grounded to a circuit, or like the stew that simmers but does not boil, suffused passion eclipses its infatuated cousin, whose spiked intensities are consolation for, or premonitions of, that fire that burns but will not expire. Combien de temps encore devrais-je me sustenter de Thomas's English Muffins et de seigle en tube? Les larmes tombent-elles si on ne les pousse? Et si tu t'éveilles dans un champ de macarons, est-ce à dire que tu as trébuché sur la corniche? Ou que des huissiers arrivent d'Argentine? Je sais que la luminosité devant moi est sans nom et qu'elle ne devient pas de mon imagination, ni d'un lieu qui la dépasse. Que chaque nuit et la journée, tu es inondé d'une lueur qui est solide, robuste, contenue, ou alors semblable à l'éclat du soleil qui joue sur les ondulations à la surface de l'eau. C'est une chose si absolument ordinaire, libre de toute mystique ou de l'ivresse de la romance, captivante sans capteur, chère comme la chair des ans, tel celui qui exulte à force d'abstinence ou qui est consigné à un circuit, ou comme le ragoût qui mijote mais ne bout pas, la passion qui inonde éclipse son cousin amouraché, dont les intensités à pointe viennent consoler ou annoncer ce feu qui brûle mais refuse d'expirer. The puppy is father to the dog, or possibly father-in-law, or cousin, in any case related. The mouse chases the cat, but only in the poem. Blankets of vermilion indecision plaster the perimeter, then fade, like the row without the boat, into presumptive disquisition. An act absorbs an acts, or the other way around, circumspection overpowering its blotchy neighbors to leap with Nijinskian ardor to the layered logics of its subaltern flock. Wending while waiting, entanglement buffets its trumpeting truffles in a gleam of gloom about the pupils, moving up the shore at several knots above pace, or untie the bow to release the box to its destined foreclosure. Tu es inondé d'une lueur... Pardon. Le chiot est le père du chien, ou éventuellement beau-père ou cousin, en tout cas apparenté. La souris chasse le chat, mais uniquement dans le poème. Des édredons d'indécision vermillon plâtrent le périmètre, puis s'estompent, comme les rames sans le bateau, jusqu'à n'être plus que dissertation présumée. Un acte absorbe une hache, ou l'inverse, tandis que la circonspection oblige ses voisins tavelés à s'élancer avec une ardeur nijinskienne jusqu'aux logiques stratifiées de son troupeau subalterne. Avançant en attendant, l'imbroglio ballotte ses truffes qui trompettent avec une lueur de noirceur aux alentours des pupilles, remontant la rive à plusieurs nœuds au-dessus de l'allure, ou défait le bolduc pour livrer le présent à sa confiscation promise. The gift is always less than it seems. Commodification will never compensate for the empty package of our liveried lives. If action is always compromised, then speculation is revving the engine before shifting to overdrive. Lullabies reproach, laments detract, the solemn songs delude. Let language lead. Le cadeau est toujours en deçà de ce qu'il semble. La marchandisation ne compensera jamais l'emballage vide de nos vies en livrée. Si l'action est toujours compromise, alors la spéculation fait rugir le moteur avant de passer en sur-régime. Les berceuses reprochent, les plaintes détournent, les chants solennels leurrent, que mène la langue. This poem is called Loneliness in Linden, and it's after Wallace Stevenson. We'll read it in the same way, alternating stanzas. The fear and the hum are one, monuments of show gumming the works until the weather grows tired of the people and the people grow tired of the dance. Jamais, jamais, jamais again.
Solitude à Linden, d'après Wallace Stevens. L'effroi et le fredon sont un. Monument de façade qui fiche tout en l'air, jusqu'à ce que la météo se fatigue des gens et que les gens se fatiguent de la danse. Never, never, never plus. The measure of the town against a dampening sky, cobbling together 6 million tunes into more than the tones tattoo or their scrambled mosaic forecloses. La mesure de la ville sur fond d'un ciel de douche froide, qui goupille 6 millions de mélodies pour faire plus que ce que les tons tatouent, ou leur mosaïque brouillée ne confisque. And if the fume and the hope are one, my monkey from 49 steps as silent as those songs along the crater dark where Jews do Jewish things no one pretends to understand. Or are they pilgrims on this night when the fear and the hum are one? Et si la fumée et l'espérance ne font qu'un, mon singe de 49 avance aussi silencieux que ses chansons le long des cratères d'obscurité où les juifs font des choses de juifs que personne ne prétend comprendre. Ou bien sont-ils des pèlerins cette nuit où l'effroi et le fredon sont un? So now Olivier will join me for Dear Mr. Finelli. And you thought maybe it would be best to explain the sign. Mr. Finelli's sign in the subway. Oui, parce que je n'avais pas du tout compris quand j'ai reçu le In texte. New York, it would be obvious what I'm talking about, but we're not going to say it both. Just you Oui, say it in c'est French, que en dans les français. stations de métro américains, il y a la photo du manager. Les personnages sont pleins. Alors, quand on a dit Dear Mr. Fanelli, I saw your picture, on ne va pas savoir, on pense que quelqu'un, qu'il y a une photo de quelqu'un dans le métro, et c'est bien de comprendre ça. Voilà, je voulais juste dire ça. Je voulais dire qu'en français, le problème est difficile pour moi pour lire. Le mec qui tout de suite fait la grève, le truc. C'est que, comme les coupes sont très tac, tac, c'est très vertical, ça très bien. Si vous les lisez tac, en respectant un peu comme on doit le faire, c'est la poésie quand même, ça ressemble un peu du André du Boucher, vous voyez ce que je veux dire? J'ai tant de respect, non mais je vous donne juste. J'ai vu votre photo dans la station 2, la 70e rue, ça va. Donc, comme c'est quelqu'un de mauvaise humeur, j'ai pensé tout à l'heure au café qu'on pouvait remplacer les blancs par des grognements. Enfin, on va se débrouiller, voilà. Dear Mr. Finelli, I saw your picture in the 79th Street station. Oh, cher monsieur Fadelli, j'ai vu votre photo dans la station de la 79e rue. You said you'd be interested in any comments I might have on the condition of the station. Vous disiez que les commentaires sur l'état de la station étaient les bienvenus? Mr. Finelli, there is a lot of debris in the 79th Street station that makes it unpleasant to wait in for more than a few minutes. Monsieur Fadelli, il y a beaucoup de détritus dans la station de la 79e rue. Il est si déplaisant d'attendre son métro plus que quelques minutes. The station could use a paint job and maybe new speakers so you could understand the delay announcements that are always being broadcast. La station mériterait un peu de peinture, hein? Et de nouveaux haut-parleurs pour qu'on puisse entendre les annonces de retard qui sont si fréquentes quand même, non? Ça c'est en plus. Mr. Finelli, there are a lot of people sleeping in the 79th Street station. It makes me sad to think they have no home to go to. Monsieur Fanelli, beaucoup de gens dorment dans la station de la 79e rue et cela m'attriste de penser qu'ils n'ont nulle part où aller. Mr. Finelli, you think you could find a more comfortable place for them to rest? Monsieur Fanelli, est-ce que vous ne pourriez pas leur trouver un endroit plus confortable pour se reposer quand même? It's pretty noisy in the subway, especially with all those express trains hurtling through every few minutes. Anyway, when the trains are in service. C'est assez bruyant dans le métro, surtout avec le vacarme des express qui passent régulièrement, du moins quand les trains fonctionnent. I have to admit, Mr. Finelli, I think the 79th Street station's in pretty bad shape. And sometimes at night, as I toss in my bed, I think the world's not doing too good either. And I wonder what's going to happen, where we're headed, if we're headed anywhere, if we even have heads. Je dois avouer, monsieur Fanelli, que la station de la 79e rue, enfin ça me semble en piteux état, parfois la nuit.
Quand je ne trouve pas le sommeil, je me dis que le monde ne va pas trop bien non plus. Alors je me demande, ce qui nous attend, c'est quelque chose peut encore arriver s'il reste encore une rive, quand même. Mr. Finelli, do you think if we could just start with the 79th Street station and do what we could do with that, then maybe we could, you know, I guess, move on from there. Monsieur Fanelli, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait commencer avec la station de la 70e rue, déjà faire ce qui est possible? On pourrait peut-être, vous voyez ce que je veux dire, enfin, partir de là et peut-être voir où ça nous mène quand même. Mr. Finelli, when I saw your picture and the sign asking for suggestions, I thought, if you really want to get to the bottom of what's wrong, then maybe it was my job to write you. Maybe you've never been inside the 79th Street station because you're so busy managing the 72nd Street and 66th Street station. Maybe you don't know the problems we have at 79th. I mean the dirt and frequent delays and the feeling of total misery that pervades the place. Monsieur Fanelli, quand j'ai vu votre photo et l'encadré qui invitait à faire des suggestions, je me suis dit que si vous vouliez vraiment prendre la mesure du malaise, alors il était de mon devoir de vous écrire. Peut-être que vous n'êtes jamais descendu dans la station de la 70e, parce que vous êtes trop accaparé, non, hein, par celle de la 70e et de la 66e rue, hein, peut-être parce que vous ignorez les problèmes que nous avons à la 70e, non, hein, et la crasse, hein, et les retards fréquents, hein, et le sentiment de misère absolue qui imprègne cet endroit. Mr. Finelli, are you reading this far in the letter? Or do you get so many letters every day that you don't have the time to give each one the close attention it desires? Monsieur Fanelli, est-ce que vous me lisez encore? Ou bien recevez-vous tant de lettres chaque jour que vous ne pouvez pas consacrer à chacun l'attention et le temps auquel elle aspire, hein? Or am I the only person who's taken up your invitation to get in touch, and you just don't have enough experience to know how to respond? Ou alors, je suis la seule personne qui a répondu à votre invitation et c'est peut-être manifesté et peut-être manquez-vous d'expérience pour me répondre? I'm sorry I can't get your attention, Mr. Finelli, because I really believe if you ask for comments, then you ought to be willing to act on them, even if ought is too big a word to throw around at this point. Je regrette de ne pas retenir votre attention, Monsieur Fanelli, parce que je pense que si vous invitiez les usagers à faire des commentaires, alors bon, il convient d'agir en conséquence, même si il convient est sans doute un terme excessif dans ce contexte. I thought if you really wanted to get to the bottom of what's wrong with the 79th Street station, Mr. Finelli, I hope you won't think I'm rude if I ask you a personal question. Monsieur Fanelli, j'espère que vous ne penserez pas que je suis impoli si je vous pose une question personnelle, non? Do you get out of the office much? Est-ce que vous sortez souvent de votre bureau? Do you go to the movies, or do you prefer sports, or maybe quiet evenings at a local restaurant? Est-ce que vous allez au cinéma, ou bien est-ce que vous préférez voir un match, ou peut-être une soirée tranquille au restaurant? Do you read much, Mr. Finelli? Est-ce que vous lisez, Monsieur Fanelli? I don't mean just Gibbon and like that, but philosophy. Have you read much Hannah Arendt? Or do you prefer a more ideological perspective? Ah, je pense pas à Gibbon, enfin, ou des choses comme ça, mais à la philosophie. Vous avez lu Hannah Arendt, non? Ou est-ce que vous préférez une perspective plus idéologique? I think if I understood where you're coming from, Mr. Finelli, I could write to you more cogently, more persuasively. Oh, je me dis que si je vous connaissais mieux votre parcours, Monsieur Fanelli, je pourrais vous écrire de manière plus persuasive. Mr. Finelli, do you get out of the city much? I mean, like up to Bear Mountain or out to Montauk? Monsieur Fanelli, est-ce que vous sortez parfois de Manhattan? Est-ce que vous allez jusqu'à Bear Mountain ou à Montauk? Non, je sais pas. I mean, do you notice how unpleasant the air is in the 79th Street station? That we could use some cooling or air filtering system down there. Enfin, je veux dire, est-ce que vous sentez à quel point l'air est malsain dans la station de la 79e et nous aurions bien besoin, non, d'un système de climatisation ou de filtrage de l'air, hein, là en bas? Mr. Finelli, do you think it's possible
we could get together and talk about these things in person? Right, Mr. Fanelli, est-ce que ce serait pas possible de prendre rendez-vous pour échanger sur ces questions de vive voix, non? There are a few other points I'd like to go over with you, if I could get the chance. Il y a d'autres points que j'aimerais soulever, si vous m'en donnez l'occasion. Things I'd like to talk to you about, but that I'd be reluctant to put down on paper. Des choses que j'aimerais aborder, mais que je rechigne à mettre noir sur blanc. Mr. Finelli, I haven't been feeling very good lately, and I thought meeting with you face to face might change my mood, might put me into a new frame of mind. Monsieur Fanelli, je ne me sens pas bien depuis très longtemps, quelque temps, et je me dis que vous, rencontrer me ferait peut-être du bien, me mettrait dans un meilleur état d'esprit. Maybe we could have lunch, On pourrait déjeuner ensemble, or maybe after work. ou se retrouver après le travail, non? Think about it, Mr. Finelli. Pensez-y, Monsieur Fanelli. Je vais donc lire petits extraits d'un petit livre qui s'appelle Histoire et littérature récente, qui n'est pas particulièrement fait pour la lecture à haute voix, donc qui n'est pas d'un dynamisme rythmique extrême. Il faut vraiment, il y a à chaque fois c'est un petit chapitre avec un titre. Le premier c'est trop. Si je m'approche trop, ça fait des percussifs, non? Ça fait des poup poup, non? Il faut se mettre un peu comme ça. C'est bien. Si par un caprice étrange de la météo, il fait froid, il pleut trop longtemps, le mois de juin finit par ressembler à novembre. On s'habitue à la situation. On en oublie jusqu'à l'existence de l'été. Et un matin, d'un coup, il fait beau, très beau. Et comme par enchantement, les parcs vides et mélancoliques se remplissent de familles en liesse, joueurs de quilles, disques de plastique orange, bikinis, nappes d'osier recouvertes de salade de riz, paniers débordant de thermos, étudiants célibataires lisant Goethe, couples âgés jouant au domino, troupes d'enfants soldats descendant dans la pente en hurlant. Et ce présent qui vient d'arriver il y a quelques minutes semble installé depuis une éternité. Il fait beau depuis toujours. La tombée de la nuit dans cet endroit a un avantage, elle nous emmène ailleurs, enfin sans se consulter. Les mêmes paysagistes avaient dessiné des parcs semblables dans des villes lointaines bordées de maisons à colonnes peintes de couleurs vives, New York, Hambourg, Delhi, et l'on retrouvait dans certaines impressions des buts de Chaumont le paysage d'un autre jardin du nord ou de l'est. L'un complétait l'autre et s'il faisait chaud ici, on pouvait importer facilement la fraîcheur crissante des patineurs sur le lac gelé de Burger Park de Brême. Quelle merveilleuse collaboration d'endroits si éloignés. Il y a quelquefois des mouettes, ce qui donne brusquement un air marin et l'allure d'un port au petit embarcadère des bateaux d'enfants. Il suffirait d'une légère chute de neige et de fermer à demi les yeux pour adoucir les contours des choses. Elles perdent un peu de présent. L'attelage de poney ressemblera sans difficulté à un traîneau au beau milieu des Carpates. On compare. Quelle merveille. On en deviendrait idiot à force, mais c'est pour la bonne cause. Tu ressembles à New York, dit-on à une petite ville qui a gardé ses quais obscurs avec de grandes grues noires. On fait des compliments. On se tortille. La poésie en général, ça sert à ça, à émouvoir les gens en s'émouvant soi-même en même temps. On se chauffe. On se monte. On est fier d'employer un mot un peu plus grand parce qu'on croit l'avoir rempli de vérité, d'expérience. Ah, c'est notre tour de faire des discours. On va écrire en lettres d'or sur un fronton, que chose soit tombe ou trésor. On grave des poèmes sur les arbres ou sur sa peau. À la tombée de la nuit, un bleu d'encre et les maisons des gardes dessinées par Daviou sur le modèle d'une datcha ou d'un chalet nous projettent dans un vague Tyrol. On s'incruste dans un autre paysage. Faites un poème immédiatement. Un mini-vers à chante-embranchement, à chaque nouvelle surprise, des « ah, ceci », des « oh, cela », et puis revenez au point zéro. On oublie de dire que les comparaisons nous déportent, mais nous font revenir au point de départ. Ça se renoue, ça fait un nœud, ça serre avec des fils de couleurs différentes, ça serre le cœur. Le café est plein, ça sent le vin chaud à la cannelle,
Rentrons. On sait que la plupart des grands romans sont bâtis à partir de petits bouts. 3 lignes en marge, sorte de condensé télégraphique qui se défragmentera dans une page ou un chapitre entier. Au bord du manuscrit de Madame Bovary, on peut lire de minuscules poèmes. Forêt, odeur de feuilles, bottes. Le texte en face réussit à nous faire vivre l'ensemble. Comme si ces notes étaient le nom d'un parfum. À son ouverture, il envahit la pièce. On pourrait imaginer l'inverse. Qu'un livre en phase terminale, déjà replié sur lui-même, déjà organisé, composé, produise comme par sursaut ou hoquet des morceaux de phrases, des fragments, des fusées d'idées soudaines, comme si d'une serre s'échappaient des lianes par les verrières. Enfin, au dernier moment, avant de passer au plomb. Un roman bien épais fabrique ses éclats. Il faudra que l'œuvre soit très ouverte pour accueillir ses petits descendants. Faire part. Je vais en faire un pour la mort de mon frêne. Mon arbre préféré, brisé en mars 17. J'avais projeté vaguement d'y construire une cabane, rêvant sur l'escalier qui entourerait l'énorme tronc en colimaçon. C'est la nature, me dit le bûcheron. Fallait bien qu'il tombe. J'avais plaisir d'annoncer aux visiteurs que c'était un arbre poussé naturellement, bordant un ruisseau aujourd'hui disparu, un canal plutôt, creusé par un physiocrate, un vrai visionnaire de l'agriculture future au XVIIIe siècle. Un arbre naturel, comme un enfant, une graine erratique, enfin vous me direz, dit le bûcheron, faut pas être si triste. Les racines de cet arbre sont encore là. Pensez-y, le même arbre, mais sous terre. Un arbre impeccable, dans un fourreau noir, on dirait un moulage, enfin c'est fou, une sculpture en négatif dans une citerne de glaise. Voilà mon nouveau jardin. Quel philosophe ce bûcheron. Écrire, si on tient absolument à trouver une définition, c'est serrer les pièces. Et par ces distantes, elles finissent par se rapprocher. Un aimant caché ? Sous une table ? Sous quelle table ? En tout cas, il y a des bords à ajuster, enfin ce sont des boules de vie, des mini-bombes d'énergie, enfin c'est électrisant s'en occuper. Notre camarade philosophe des sciences va encore nous donner un énorme coup de pouce pour comprendre cette affaire complexe. Enfin, comment c'est-il qu'une onde de parole, enfin apparemment si naturelle, puisse être si fabriquée ? Les beaux livres coulent de source, enfin d'où ça vient ? À l'inverse de ce qu'on pourrait penser ordinairement, les objets techniques, enfin un moteur, une machine, sont primitivement toujours abstraits et mettent un temps fou pour devenir concrets. Enfin, si on regarde l'histoire de l'art de très haut, enfin, on voit grossièrement qu'on est passé péniblement d'Ingres à Pollock et que l'abstraction, enfin la plus libre possible, est la plus belle conquête de l'homme. En machinerie, c'est dans l'autre sens. Au stade abstrait, il y a risque de panne. Les pièces ne sont pas encore assez compatibles. Il faut les fusionner à des endroits. Enfin, ce n'est que plus tard qu'une soupape servira d'un côté à aspirer et de l'autre à souffler. Enfin, les pièces elles-mêmes deviennent des transitions. C'est le stade abstrait, concret, à observer. Il y a une erreur dans le livre. Personne n'a remarqué ça. Personne. Bon, c'est pas grave, mais enfin quand même. Observer la lente fusion des éléments d'une carriole dans une voiture. Enfin, si on est sculpteur, on peut décider de faire tenir ces pièces ensemble jusqu'à les faire grimper au plafond. Certains radicaux achètent l'appartement du dessus et font un trou dans le plancher pour laisser grandir la chose. Simplifions. Si vous voulez écrire, il faut vous débrouiller pour faire une sorte de brassée. Prendre tout ce que peuvent contenir vos bras grands ouverts et ensuite ligaturer la chose. Attention, il faut lier la chose avec la chose même. Comme lorsqu'on fabrique une corbeille d'osier. C'est un parti pris. Ce sont les mêmes tiges qui serrent et qui sont serrées. On aura un bouquet de fleurs avec une fleur. Pas de fil de fer, de papier d'aluminium, de cordelette ou de raffia. Le texte se tresse dans le texte. Et ainsi, vous ferez tenir ensemble des dérivations, des plantes en espalier, des paperoles d'images, et on pourra les disposer dans un vase. Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais livre, c'est pas le style. On vous le serine sur tous les tons. Disons que c'est pas le taux d'écriture qui compte, sa sophistication, sa recherche, sa différence à tout prix. Enfin, on sait bien qu'un texte apparemment écrit en langage ordinaire peut emporter le morceau. D'ailleurs, les plus beaux livres sont souvent écrits en infraordinaire. Enfin, comme si on pouvait se placer en dessous du langage, se frayer un chemin sous les parquets entre les cloisons, enfin de restituer des bribes et exécuter par exemple le plus beau poème américain possible en prélevant quelques minutes d'un procès ordinaire. Ce n'est pas le style qui pose problème, c'est le styliste. On le sent caché derrière, polissant sa syntaxe, devenu son propre secrétaire, se dandinant chez lui au rythme de ses phrases en veste d'intérieur rouge. Il faut un sacrifice, sinon ça ne marche pas. Il faut mettre sa peau sur la table.
disait un écrivain célèbre. Mais quelle peau! Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire et cracher le morceau, ça signifie peut-être qu'il faut arracher ce qui vous recouvre et vous transforme en personnage. Autre technique, couper son corps en deux à la verticale et remplacer une de ses moitiés par la moitié d'un corps inconnu. The Swimmer. Les fils de téléphone ne tiennent plus que par une minuscule fibre rouillée, des arbres entiers s'effondrent, un bosquet d'arbustes rares, planté par un vieux monsieur qui avait investi, traduit, transfiguré ses visions géopolitiques en jardinage, est devenu une jungle. Les grandes tuiles romaines qui soulignent les murs et qui séparent le jardin d'agrément du verger et du potager sont fendues. Un jus noir, ou de pluie assombri par un amas de marrons d'Inde pourris, imprime des traces verticales, des stries noires sur les parois humides, enfin des fougères à taille humaine barrent l'allée, pas d'enfants qui descendent en vague les prés en criant, un couple de renards, que l'on peut voir qu'avec une caméra de surveillance à infrarouge, s'installe dans une charmille. On imagine un film qui suivrait un homme de piscine en piscine, dans une garrigue de laurier rose avec ex-copine en maillot jaune vif et lunettes de chat violette. On boit des martinis très secs et les choses globalement sont molles et aisées. La balancelle jaune citron, les coussins, la suspension de la voiture, si on appelle encore voiture cette fusée orange allongée sur 4 nœuds, on y roule dans un air d'azur et de palmier. Le film se termine très mal. On change de saison, il fait nettement plus froid, on s'arrête devant un bassin désaffecté rempli de feuilles mortes, on réalise, et c'est l'hiver dans l'ancien chez soi. César, on ne lui rendra rien. Pas question. Je vous dirai pas, par exemple, qui a dit cette phrase étrange. Si je devais créer un dieu, je le doterais d'une comprenette lente. Sorte de goutte à goutte du problème. C'est Barthes qui a dit ça, c'est Barthes, hein, comprenette. Dans un séminaire de Barthes, on a la comprenette lente. Ça calme. Les gens qui comprennent vite, dit-il, me font peur, explique-t-il. J'ai une envie folle de vous dire son nom. Parce que celui qui le dit, c'est pas son genre d'employer comprenette, c'est énorme. C'est un peu comme si Hegel disait « salut vieux » à un copain. Il faut laisser tranquille ces phrases et ces formules en oubliant leurs auteurs. Secret des sources. Les idées auront le temps de se développer sans visage et sans voix. Si on donnait ici, par exemple, le nom de celui qui parle de son projet comme d'un travail qui doit développer à un haut degré l'art de citer sans guillemets, ce serait un comble. Être mis à l'index à la toute fin d'un ouvrage encore minuscule, c'est pas non plus enviable. Il faudrait un endroit spécial pour donner la liste de ces êtres aimés. Si on inscrit le nom au départ, comme on le voit très souvent sur les premières pages de livres, ornées d'une ou plusieurs citations, sortes de timbres à sec qui viennent blesser le livre, comme on afficherait une marque, on risque de buter sur la chose. Le nom arrête l'expansion de la phrase comme un heurtoir de train. Carte postale de mon frère. Je reviendrai, promis, et décalé sur la droite, en bas, mon amour joli, au stylo bille. C'est là où j'ai compris l'efficacité imparable de la poésie. Écrit comme je te parle, vite fait, bien fait, ça fait un énorme appel d'air dans sa petite chambre que j'occupais après lui, au milieu du siècle dernier. Je me souviens pas du prénom de cette jeune fille, amie, fiancée, enfin, qui lui écrivait en vacances, mais il est là, je l'ai sur la langue, son nom, enfin, bon, il a fleur, je l'ai, je le tiens presque, c'est vers son... Ah, je me souviens pas. Il y a 2 types de poèmes. Les messages et les testaments. Le premier s'affiche sur les portes des frigidaires. Je cite de mémoire par exemple. Il y a des prunes froides et délicieuses. Excuse-moi, je les ai mangées. Le deuxième est le même, sauf qu'il se déchiffre ad vitam comme un message venu du Titanic. Dans le bain. Mais au fond, c'est quoi le problème? Pourquoi toute cette tension? Cette volonté de comprendre ces livres, encore ces livres, ces discussions, enfin quel énervement, enfin c'est la vie et la mort, enfin n'exagérez pas. Vous avez vu quelque chose, bon, voilà, et vous voulez juste le fêter, le redire, le crier, le chanter, c'est assez simple. Il y a un lieu, un espace, enfin moi je le vois comme ça, comme pris entre 2 couches, l'une survolant les prés avec de grands nuages, à la manière d'un tableau de Poussin, où un géant pourrait se balader. Dans l'autre, tout en bas, on voit un petit nageur, grenouille, peureuse en pleine rivière. Chacun voit midi à sa porte. J'ai réussi ça sans difficulté en plongeant dans une rivière presque noire à la tombée de la nuit, et comme à travers un miroir qui va se ternir, dans quelques secondes on peut hurler « Mother, sister », tout ce que vous voulez. Des noms qui contiennent des prénoms, qui contiennent des choses, qui à leur tour contiennent des noms, mais les cachent hermétiquement. Il y a un plan
même si c'est pas le bon mot, c'est accessible. Enfin, aussi simple qu'une table, un toboggan ou un sol de terre battue, sauf qu'il est fait de transparence nuageuse et liquide. Bref, enfin, je le sais, je l'ai vu, c'est simple comme mon jour. Il y a une sorte de surface où on peut crier sans vouloir absolument être entendu, en sachant qu'on ne le saura pas, et que ça vaut la peine, et que ça en vaut la peine, et que c'est possible, acceptable même. Thank you. Et là, juste un tout petit poème de Charles que j'aime beaucoup dans ce nouvel ouvrage, qui est sorti chez... Et très bien traduit, vraiment, je tiens à remercier beaucoup le traducteur et les femmes. Avant que tu partes, c'est un poème très romantique, ça va un peu nous détendre, hein, après tous ces trucs terrifiants de la 79e rue. Avant que tu partes. C'est difficile à lire, hein. Pensée inanimée, égarée de trop avant que tu partes. Mémoire pliée, teinte de détresse avant que tu partes. 2 lacs à l'intérieur d'une jarre avant que tu partes. Flamme illumine, fable erratique avant que tu partes. Furtive puis l'aube à l'oncle désormais avant que tu partes. Écart sanglant, pluie piquetée avant que tu partes. La colère râpe, âpre et douce avant que tu partes. Jamais vu l'envers du sommeil avant que tu partes. Rien ne reste pour là, pas encore peine avant que tu partes. Une pente, une carte est fort pesant avant que tu partes. Pierre et tige nocturne s'élance avant que tu partes. Boussole d'os et de dents avant que tu partes. Le finish prend acte, brute, délirante avant que tu partes. Source arrose, impatiente parle avant que tu partes. Rire en cascade, l'éclat par les fentes avant que tu partes. Nul lieu, nul son, ni haut, ni bas avant que tu partes. Fumeux, s'enfle et suinte avant que tu partes. Tourne et retourne comme la nuit passée avant que tu partes. Je suis encore loin de la mêlée avant que tu partes. Impossible d'y rien changer avant que tu partes. Ça refuse de figer, la partie est finie avant que tu partes. Fais le mur, le puits en feu avant que tu partes. Damné dans un cas, damné dans l'autre avant que tu partes. Un dog, un bec, une tourterelle avant que tu partes. Coriandre et dentelle, la grâce qui poisse avant que tu partes. Trace, phagocité, spasme, baisse avant que tu partes. Graal du diable, face du sport avant que tu partes. Des animations en suspens, effroi récalcitrant avant que tu, et tout ce qui ralentit à mort avant que tu. Serre-moi fort, je me sens faible avant que. Laisse-moi dételer la remorque avant que. Encore un point sur fil avant que. Calcul caché profond sous la neige avant. J'entends rien, ne dis rien avant. Reste tranquille qui chante ses chansons avant. Un gage, un jet, un stylo féroce avant. Je sais peu, mais cela oui. De voie d'asphalte, lumière ondule. Bravo. Bravo. Thanks so much, Olivier. Also, I want to thank Michelle Woolworth for this use of this space. C'est grand, magnifique. So we're going to do just a couple more poems, 3, I guess. And thanks, of course, to Abigail for this wonderful translation. It's done over 20 years or so. 10? 10? Seems. The first one was 10, all right. This one, another elegy like Before You Go that Olivier read. But this one for my friend Thomas McEvely, wonderful thinker and poet and art critic. It's called Song of the Wandering Poet. I must now to the green wood go, and make a house of clay and stone, and lay upon the barren floor and weep for what I have no more. There will I make a diadem of broken glass and borrowed hemp, remembering true times I've spent in wasted moments sweetly sent, torn by maelstroms, frail, unkempt. Chanson du poète errant pour Thomas McEvely. Partir, il me faut aller au bois vert, bâtir une maison d'argile et de pierre, où je m'étendrai dessus le sol nu et pleurerai tout ce que j'ai perdu.
Là-bas, je me ferai un diadème de verre cassé et de chanvre emprunté, songeant à ces heures vraies que j'ai passées dans le doux effluve du temps gaspillé, brisé par les maelstroms, hirsutes et blêmes. Every lake has a house. Tout lac a une maison. Et toute maison a un fourneau. And every house has a stove. And every stove has a pot. Et tout fourneau a une marmite. Et toute marmite a un couvercle. And every pot has a lid. And every lid has a handle. Et tout couvercle a une poignée. Et toute poignée a un montant. And every handle has a stem. And every stem has an edge. Et tout montant a un bord. And every edge has a lining. Et tout bord a un revêtement. And every lining has a margin. Et tout revêtement a une lisière. And every margin has a slit. Et toute lisière a une fente. Et toute fente a une pente. And every slit has a slope. And every slope has a sum. Et toute pente a un facteur. And every sum has a factor. Et tout facteur a un visage. Et tout visage a une pensée. And every factor has a face. And every face has a thought. And every thought has a trap. Et toute pensée a un piège. Et tout piège a une trappe. And every trap has a door. And every door has a frame. Et toute trappe a une porte. Et toute porte a un linteau. And every frame has a roof. Et tout linteau a une charpente. And every roof has a house. Et toute charpente a un toit. Et tout toit a une maison. And every house has a lake. Et toute maison a un lac. This also stanza for stanza. The poem is called Rivulets of the Dead Jew. Fill my plate with boudin noir, boudin noir, boudin noir. Fill my plate with a hi, hey, ho, and a rumble, I will go. Ruisseau du juif mort. Serre-moi donc du boudin noir, boudin noir, boudin noir. Serre-moi donc du dig-dong-dang, et je m'en irai gargouillant. Don't dance with me till I cut my tie, cut my tie, cut my tie. Don't fancy me till the rivers run dry, and a hey, and a hi, and a ho. Ne danse avec moi qu'avec ma cravate coupée, cravate coupée, cravate coupée. Ne t'amourache de moi qu'après le déluge, et dig-ding-dong ohé. I've got a date with a bumblebee, bumblebee. I've got a date with a wee, Bonnie, wee. And a hurtling, we will go. J'ai rendez-vous avec une belle abeille, belle abeille. J'ai rendez-vous avec ma jolie petite merveille. Little orphan anagram, sitting in a tree, bruised by pride, abandoned to decree. Merci beaucoup. Merci beaucoup. With a hey and a hi and a ho. Merci beaucoup à Olivier et à Charles. Merci à vous aussi d'être venus. Nos prochaines lectures sont les 12, 13, 14 décembre au laboratoire d'Aubervilliers. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir, je prendrai votre email, etc. Je veux redire que un livre donc vient de paraître et soutenons-le. Et puis aussi, je voulais dire que dans mon introduction, j'avais oublié de dire ceci. Non seulement ils ont tout à voir l'un avec l'autre, mais il y a cette conversation, ce terme qu'emploie magnifiquement Abigail pour décrire les relations transatlantiques dans la poésie, mais leur conversation est de longue haleine et toujours renouvelée, Monsieur Fanelli, je le crois, leur lecture de ce soir va le montrer, en tous les cas, sans vous en dire plus,
Je vous laisse avec eux en les remerciant à nouveau.